Paf. Et bonjour YouTube, bienvenue dans ce deuxième épisode pour faire un peu de vulgarisation, toujours sur Starfield. Alors avant de parler de science, petite pause sur le fait que juste après cet épisode de vulgarisation en live, nous allons tester le DLC qui a de très mauvaises reviews, tout le monde crache dessus. Bon, Starfield est un jeu déjà décevant. Je pense qu'il y a un moment où on sera passé sur Outerfield pour ces épisodes de vulgarisation. Outerfield, n'importe quoi. Outer Wilds, Starfield, Outer Wilds. Et d'autres jeux de chill sur lesquels je me sens de parler en même temps. Du coup, Outer Wilds, il y aura un premier live full découverte. Je pense. On verra. Bon, là, on va se refaire des bails d'Outpost. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est ce que je dis, il me semble. Enfin, ça, c'est toi qui vois. Mais sinon, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à venir sur les lives du dimanche pour interagir. Et pas juste m'écouter parler. C'est rigolo. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'idée c'est d'enchaîner sur le deuxième sujet des trois premiers grands sujets. De la physique classique pré-moderne, comme je disais. Et donc, on va parler de thermodynamique. Alors, pour ceux qui sont des néophytes absolus, qu'est-ce que c'est que la thermodynamique? Ça veut dire quoi? Bon, thermo, ça vient de thermique. Donc on va parler de température, de chaleur, de votre eau qui bout, de votre bout de métal qui chauffe et qui fonde, de ces choses-là. Et puis dynamique, c'est le fait qu'il y ait de l'évolution. Donc la question c'est comment tout ça évolue, avec quelle loi. Puis si on arrive à le comprendre, on peut l'expliquer. Donc globalement, on va apprendre à faire... on va apprendre. Je vais rien vous apprendre. Parce que c'est de la vulgarisation et qu'on essaie juste d'expliquer. Mais voilà. Comment marche un frigo, comment marche La galaxie est trop grande pour rester coincée. le chauffage, comment marche aussi un peu un moteur. Même si pour le moteur, il faut avoir vu l'épisode précédent sur la mécanique. Et là, tu vas le voir l'épisode. Voilà. On va décrire des gaz, on va décrire des liquides, on va décrire des solides. Voilà. J'ai déjà donné les 3 états de la matière. C'est formidable. Votre façon de gérer les choses. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Tac. Et en même temps, on fait des outposts et on va essayer de se faire un max d'argent en allant chercher du plutonium. Le plutonium, c'est formidable. Ça donne plein de thunes. Alors. Donc quand on parle de thermodynamique, on va commencer par définir des outils, des grandeurs, des choses qui sont intéressantes. Et donc on va faire un aparté sur une notion que techniquement j'aurais pu définir dans l'épisode précédent, mais il est à chier l'épisode précédent. Non. Ouais, indulgence. C'est aussi mes premiers streams, mes tentatives de parler de choses qui me plaisent et d'être intéressant. J'en ai pas forcément le talent le plus total et absolu et simple. Voilà. Mais on fait son max. Si tu veux venir te plaindre, viens en live. Comme ça au moins, tu peux dire direct « là j'ai pas compris, réexplique » et on se parlera. Je ne trouve même pas comment se déplacer vers une planète. C'est le bouton X, sachez-le. Sachez-le. Donc première chose. Aucune station spatiale n'est répertoriée sur cette orbite. Quelque chose cloche. Ici Chirac Vital. Bon, ma petite pause, voilà. Ceci et le DLC qu'on fera après. Ah, les Varunes, ils ont des problèmes. Oh là là. Oh, on comprend rien. Oh. Voilà. On fera tout ça. Mais attendez là. Du coup la station. Attends, l'oracle. Ok. Bon cette station sera là quoi qu'il arrive. Moi je voulais me poser sur Grimsay pour faire du plutonium. Donc vous êtes gentil mais on verra plus tard. Nickel. Alors. On va sauvegarder parce que j'aime pas avoir 25 points d'atterrissage. Donc quand on veut décrire, quand on fait de la thermodynamique, la première chose qu'on veut faire, en général la première question qu'on se pose c'est on veut décrire les gaz, les liquides, les solides,
non pas, contrairement à la mécanique, dans leur déplacement dans l'espace, dans l'ensemble, quoi, mais ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est des choses que les sujets dont j'ai parlé dans le premier épisode, c'est des choses que les sujets dont j'ai parlé dans le premier épisode ne peuvent pas expliquer et décrire. Donc il faut passer à d'autres choses. La thermodynamique, c'est quand même assez expérimental à la base. Ça a évolué depuis pour être mieux justifié, mieux discuté, mieux expliqué, mais voilà, à la base, c'est quand même quelque chose de très expérimental avec beaucoup d'observations. À savoir qu'on observe des liquides, on observe des gaz, on observe que des fois il fait chaud, que des fois il fait froid, que des fois les liquides ils deviennent solides, la glace, que des fois ils fondent, voilà. Donc tout ça on observe, donc tout ça on sait. Donc il y a un sujet. Voilà. Alors, si je veux décrire un solide, un liquide, un gaz, d'un point de vue de thermodynamique, je vais tout de suite parler de 4 grandes choses. 4 éléments, 4 choses qui permettent de le décrire et qu'on appelle variables d'état. Ça c'est pour les mots techniques, mais en gros, c'est des grandeurs qui nous permettent de décrire dans quel état est mon système thermodynamique. Et les éléments qui le composent, ce sont des liquides, des solides, des gaz, et voilà. Les 4 variables d'état, on va dire basiques, parce que peut-être, j'avoue que c'est pas tout à fait mon domaine, donc réflexion, est-ce qu'on peut en avoir plus que ça? Est-ce que ça peut être plus compliqué? Je ne sais pas. En tout cas, la base c'est température, pression, volume, quantité de matière. Donc, température, c'est quelque chose que vous représentez assez simplement, mais qui en réalité est assez compliqué à définir. Mais pour le faire simple, c'est chaud ou c'est froid? Température. Jusque là, je dois pas avoir dit de dinguerie. C'est de voir si on essaie de se poser genre là. Ouais, je suis pas sûr. Parce que là c'est des volcans. Là c'est des volcans aussi. C'est des volcans partout. Ok. Donc la température, c'est chaud ou c'est froid. La pression, pour le définir simplement, une pression, c'est une forme de force. Donc là, pour les questions sur les forces, je vous renvoie à l'épisode précédent. Qu'on va dire microscopique, qu'à assez petite échelle, et qui va s'appliquer sur une surface. Donc en fait, si vous avez de la pression sur une surface, donc vous multipliez votre pression par votre surface, et bien vous obtenez une force. Pousse. Pour l'instant on se limitera à ça, qui pousse. Et après, si vous avez des différences de pression, vous pouvez faire joujou. Si ça pousse plus d'un côté que de l'autre, vous allez plutôt aller dans un sens ou dans l'autre. Mais donc vous avez une surface, une paroi par exemple, sur votre bouteille, j'en sais rien par exemple, contenant de votre fluide. Et vous allez avoir une pression qui va s'appliquer sur cette surface. Et si vous multipliez cette valeur de pression par cette valeur de surface, et bien vous obtenez une force. Savoir à quel point ça pousse sur la paroi. Ça c'est pour les définitions simples. Volume, facile, la taille du truc. 1 litre, 2 litres. Train d'atterrissage. Mètre cube, centimètre cube, tout ça. Jusque là ça va. Site. Si jamais 1 litre, c'est un décimètre cube. Et quantité de matière, s'il fallait être le plus simple possible, quantité de matière, c'est juste le nombre de vie ici, mais il faut faire preuve de molécules, prudence. d'atomes, de particules que vous avez
souvent c'est très facile à déterminer à partir de la masse. Si vous connaissez un peu la composition de votre système. Alors les gars, il y a les 3, il manque juste le plutonium, il faut absolument que je trouve du plutonium. Oh bah c'est fait. Donc si vous avez par exemple de l'eau, molécule H2O, donc composée de 3 atomes, 2 d'hydrogène, 1 d'oxygène, c'est l'idée, eh bien c'est le nombre de la quantité de matière, c'est le nombre de molécules d'eau, de petits H2O qui se promènent que vous avez. Tout simplement. Jusque là tout va bien. On va se mettre là. Ok. Et pareil, vous allez pouvoir déterminer la masse, parce que globalement on connaît la masse. Une molécule d'eau, donc vous pouvez connaître votre masse d'eau. Ça se passe assez bien quoi, dans l'idée. Donc ça c'est un peu les cas de grandeur. Alors volume et quantité de matière c'est assez facile. C'est des choses qu'on se représente. En fait les 4 on se les représente assez bien. En réalité. Mais volume et quantité de matière c'est vraiment facile. Quantité de matière je compte combien il y en a. Volume ça fait quelle taille. Mais température et pression, si vous avez une bonne idée de ce que c'est parce que vous en faites l'expérience dans votre vie quotidienne, en fait c'est compliqué. Notamment à définir correctement. Et donc ça mérite discussion. Alors déjà, ces deux objets ont pour point commun d'être ce que l'on appelle des champs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un champ? Vous allez me dire c'est un endroit où on fait pousser du blé. C'est vrai, mais c'est pas le sujet. Mais ça marche. Enfin c'est un champ de blé dans ce cas. Et en fait, je dis c'est pas le sujet, mais c'est vachement pertinent. Pourquoi? Parce que un champ de blé, c'est un espace, en l'occurrence plutôt une surface, parce que c'est souvent plat, mais en thermodynamique on est plutôt dans l'espace, donc en 3 dimensions, mais voilà. Un champ de blé c'est un espace où en chaque point du champ, il y a du blé. Et oui. Et donc un champ en physique c'est tout pareil. Un champ de, mettez ce que vous voulez derrière, c'est un espace où, dans lequel, en chaque point de mon espace, de mon champ, je peux trouver le quelque chose que j'ai mis derrière. Donc si la température et la pression sont des champs, eh bien il y a un champ de température et un champ de pression. Et donc en chaque point de mon champ, chaque point de l'espace, je peux connaître la pression et je peux connaître la température. Donc ça c'est pour vous définir champ. Ce sera très utile pour l'électromagnétisme, ça aurait pu être un peu utile pour la mécanique, mais c'était pas tout à fait nécessaire d'en parler tant que ça. Et ce sera très utile quand je parlerai d'astrophysique et de choses peut-être compliquées. Mais voilà, un champ, c'est en chaque point de mon espace, je peux avoir l'objet dont j'ai envie de parler dans mon champ. Champ de température, champ de pression. En chaque point, j'ai une température et une pression. Un volume, c'est pas un champ, parce que alors, vous pourriez vous amuser dans des situations compliquées à dire que vous regardez le volume de je ne sais quoi et en chaque point de l'espace, mais quand vous faites de la thermodynamique, on a un système, vous avez une bouteille d'eau, il n'y a pas un volume en chaque point, vous avez le volume total de la bouteille. Pareil, la quantité de matière. Vous n'avez pas en chaque point une quantité de matière, vous avez une bouteille dedans, il y a un nombre de molécules. Voilà. Donc ces objets-là ne sont pas des champs. Donc il y a des variables d'état qui sont des champs, pas d'autres. Et votre question à vous poser pour savoir si quelque chose est un champ, c'est est-ce que en chaque point de l'espace, je peux définir la valeur de mon objet. Et dans ce cas, ce sera un champ. Ça là, hein. Ouais. Hop. Donc là on a 4 extracteurs qui sont posés, donc ça coûte 20 d'énergie totale et il faut mettre de l'énergie. Si on a des variables d'état, c'est pour calculer des fonctions d'état. Mais en fait je veux revenir en arrière, avant de vous parler de fonctions d'état, je vais quand même m'attarder un peu plus sur la température et la pression.
En fait, c'est des notions très très difficiles à définir physiquement. Parce que si je vous parle de pression, vous avez le mot, vous vous dites ok, on m'appuie dessus. Vous vous dites si je vais sous l'eau très profond, l'eau elle m'appuie très fort dessus. Plus je vais profond, plus elle m'appuie dessus. Et après, je peux me faire écraser et mourir. Pas bien. Allez, pas voilà. Faire attention. Et si je vous dis température, bah, en hiver il fait froid, en été il fait chaud, quoi. Jusque là, tout va bien. A priori, on n'a pas dit grand chose de très profond pour l'instant. Mais la question c'est de les définir aux échelles qui intéressent la thermodynamique. Alors ça me permet de faire une digression que j'aurais peut-être dû faire plus tôt sur les échelles qui intéressent la thermodynamique. Si je vous parle d'une bouteille d'eau et de ce qui se passe dedans dans la bouteille d'eau, si je vous parle de molécules, si je vous parle d'atomes, voilà. On parle d'atomes mais en fait on va tout de suite s'arrêter, on parlera plus d'atomes dans cet épisode, on va parler de molécules. Bah, c'est que c'est les échelles qui correspondent à ces objets-là. Donc en fait l'idée c'est qu'un liquide, un gaz et même un solide, c'est plein de petites molécules, donc on va voir comme des particules, des petits grains qui composent notre objet, et chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Mais en même temps ils interagissent entre eux, ils sont reliés entre eux. Par exemple dans un solide on considère qu'ils sont tous accrochés à leurs voisins, et ils bougent pas trop. Dans un liquide, ils se touchent beaucoup les uns les autres. Titre. Genre d'humour. Ils sont assez proches les uns des autres, ils se promènent, ils se tapent dessus, ils se relient entre eux. Et dans un gaz, c'est vraiment le bordel pour le coup. Et ils se contentent eh bien de se promener dans un espace très peu dense. Un gaz c'est beaucoup moins dense qu'un liquide. Donc densité c'est masse divisée par le volume, c'est à quel point j'en ai beaucoup dans mon volume, à quel point j'ai beaucoup de petites particules, de petits grains, de molécules dans mon volume. Hop. Et donc un gaz beaucoup moins dense qu'un liquide. Et vos particules, elles se tapent dessus, elles se rentrent dedans, elles se promènent, voilà. Et donc comment on va définir la pression et la température? Alors la température, ça va être défini par ce qu'on appelle, c'est finalement un synonyme de température, agitation thermique. Et donc, l'agitation thermique, c'est le fait que vos petites particules, même dans un solide, elles vont tout le temps être en mouvement. Elles vont tout le temps un peu trembler sur elles-mêmes. Trembler autour d'une position centrale, qui est leur position moyenne dans le solide, dans le solide. Dans un liquide ou dans un gaz, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles n'ont pas de position moyenne, elles ne sont pas fixées. Et elles sont reliées entre elles. Un des modèles qu'on donne beaucoup, c'est des petits ressorts. Les liaisons entre les molécules. On voit ça comme des petits ressorts. Donc là, vous pouvez vous faire l'image à partir de l'épisode précédent sur la mécanique. Vous avez plein de petits grains de sable reliés entre eux par des petits ressorts qui s'agitent sur leur position. Et bien à quel point ils s'agitent, c'est ça leur température. Donc ça marche pareil dans un liquide ou dans un gaz. Alors non pas que vous ayez des petits grains de sable reliés entre eux, parce qu'en fait c'est beaucoup plus bordélique, un liquide ou un gaz. Mais ils vont avoir des vitesses moyennes. Ils vont bouger en permanence, ils vont s'agiter, et donc ils vont avoir des vitesses moyennes. Et ces vitesses moyennes vous permettent de déterminer la température. Par exemple, si dans un gaz vous avez une grosse température, bah, vos grains, vos molécules, elles bougent énormément. Et comme elles bougent énormément, elles se tapent dessus sans arrêt, et donc il se passe plein de choses, et donc il fait chaud. La pression, pour vous le figurer, dans l'idée, je vous parlais de force sur une surface.
y a moyen d'avoir une force sur une surface, c'est que vos petits grains, vos molécules, et ben à force de se déplacer dans tous les sens et de s'agiter, elles tapent sur votre surface. Donc si vous mettez une planche dans l'eau, bah, les molécules d'eau, elles vont taper sur la planche. Des deux côtés, il se passera pas grand chose, mais elles vont taper dessus. Et à quel point vos molécules, vos grains tapent dessus fort et régulièrement, c'est le niveau de pression. Et là, peut-être vous avez déjà une intuition qui est intéressante, et on y reviendra parce que c'est un sujet. C'est mais attendez, s'il y a beaucoup de température, les trucs ils bougent beaucoup, donc ils tapent plus fort, donc il y a plus de pression. Oui. Exactement. Et si on rajoute le volume dans l'équation, si je réduis l'espace dans lequel mes objets se trouvent, ils sont confinés, et bien ils vont avoir plus tendance à se taper dessus les uns les autres, à s'agiter, donc il fait plus chaud et la pression augmente. Et ben, c'est vrai aussi. On y reviendra, mais ça, c'est ce qu'on appelle une équation d'état. Alors, maintenant que j'ai assez bien défini mes variables d'état, on va pouvoir définir les fonctions d'état, qui sont les objets qu'étudie pas mal la thermodynamique, quand il s'agit de décrire nos objets, nos solides, nos liquides, nos gaz. Alors un assez intuitif, mais sur lequel on va quand même passer du temps, c'est l'énergie. Et l'autre, ce sera l'entropie, j'y reviendrai. Alors, le principe des fonctions d'état, simplement, c'est qu'elles sont censées pouvoir être déterminées à partir des variables d'état. Voilà. C'est pour ça que c'est ces noms-là, fonction d'état, variable d'état. Là, le projet, c'est de déterminer nos fonctions d'état à partir de nos variables d'état. Pif paf pouf. L'énergie. Donc normalement, si je me souviens bien et que j'ai pas dit de bêtises, j'ai parlé d'énergie dans l'épisode précédent. J'ai jamais eu la patience de construire quoi que ce soit. Et potentiellement notamment d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, simplement, c'est lié à la masse et à la vitesse d'un objet. Pour donner des équations, elles sont pas trop compliquées celles-là, et vous attardez pas dessus, mais c'est la masse fois la vitesse au carré. Donc en gros, si vous allez plus vite, vous avez beaucoup plus d'énergie, puisque c'est au carré. Et si vous êtes plus lourd, vous avez aussi plus d'énergie. Donc ça, c'est l'énergie qui est due à votre mouvement. Et c'est vrai pour une particule, une molécule, un grain qui compose un liquide, un solide ou un gaz. Mais il y a d'autres types d'énergie. À savoir que tout ça, c'est des questions de définition et de contexte et de sujet dans lequel on travaille, mais on va définir et on va utiliser en thermodynamique une énergie qu'on appelle interne. C'est-à-dire, si j'ai un liquide ou un gaz, c'est la quantité d'énergie qu'il y a dedans. Qui, bien souvent, est directement reliée à ces... Enfin non, toujours, parce que le principe d'une fonction d'état, c'est calculé à partir des variables d'état, mais typiquement est assez rapidement relié à la température. C'est-à-dire que le modèle le plus simple que vous puissiez faire de l'énergie interne, sans vous poser trop de questions, consiste à dire que votre énergie interne, c'est rien de plus que la totalité des énergies cinétiques de vos grains, particules, j'ai plus structure adaptative, de vos grains, particules, molécules. Et en fait, ça c'est directement relié à la température de votre objet. Donc dans les modèles les plus simples, l'énergie va être directement... alors, est-ce que ça va être proportionnel? Je pense que oui, proportionnel à la température, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Il suffit de taper énergie d'un gaz parfait.
J'y reviendrai, je vous dirai ce que c'est qu'un gaz parfait plus tard. Hop, gaz parfait, tac tac tac. Oh là là, le Wikipédia est monstrueusement grand, c'est incroyable. Énergie interne, paf paf paf. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est assez facilement, potentiellement, enfin, proportionnel à sa température. Et donc tout se passe assez bien. Ok. Hop. Vous avez d'autres choses à régler d'abord. Alors quand même pour revenir sur l'énergie, parce que l'énergie c'est pas si simple. On utilise beaucoup le mot et puis c'est pas facile à définir. D'ailleurs c'est un vrai questionnement que j'ai envie de poser. Si je tape énergie, que je demande à Google, qu'est-ce que c'est l'énergie? À Wikipédia en l'occurrence. Ah c'est très flou. C'est très très flou ce que dit Wikipédia sur l'énergie. Un concept relié à ce d'action, de force et de durée. La mise en œuvre d'une action nécessite de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante pour vaincre les inerties, hein, j'en parlais dans l'épisode précédent, résistance qui s'oppose au changement. Mais en gros, l'énergie, c'est une quantité qu'on doit échanger ou déployer afin de réaliser des modifications du monde physique. Je pense que c'est ça encore la meilleure définition correcte à donner. Et quand on parle de force ou de transformation, quelle qu'elle soit, d'un système physique, eh bien, on peut souvent les relier à l'énergie en disant combien de temps, sur quelle distance j'ai dû déployer ma force. Voilà. Mais je pense que grandeur qu'on déploie, qu'on échange ou qu'on stocke. Allez, il faut encore que je fasse un ban des bots. Grandeur qu'on déploie, qu'on échange ou qu'on stocke afin de modifier l'état physique des choses, c'est une assez bonne définition avec des mots simples et sans passer par des mathématiques compliquées et qui donne l'idée. Voilà, je suis assez fier de cette formulation. On la garde. L'autre fonction d'état très intéressante qu'on va utiliser en thermodynamique, c'est la fonction d'entropie. L'entropie. Pour le faire simple, l'entropie, c'est à quel point votre système est en bordel. À quel point il est organisé ou pas. Alors, à savoir que si je dis pas de bêtises, grosse entropie égale gros bordel. Juste pour vérifier ça. Alors, on parle de désordre quand on est poli. On parle de physique. Caractérise la désorganisation d'un système. Donc c'est exactement ça. Plus vous êtes désorganisé, plus vous avez d'entropie. Hop. Toutes ces discussions relancent chez moi des petites discussions internes sur ces notions-là. J'y réfléchis un peu, mais tout à fait. Hein. Donc l'entropie, qui est au passage aussi une notion très utilisée dans plein d'aspects de la physique et pas que, de la physique transportée à d'autres domaines. Et des mathématiques, qui sert à caractériser le désordre de ce qu'on travaille. Alors en thermodynamique, c'est assez simple, hein. C'est assez rapide à se figurer. Mais ça va pas supprimer le message, mon histoire là? Ah non, ça a déjà été pas publié sur le chat, parfait. Super, la lumière là, c'est pourquoi ça fait ça. C'est très moche. Ah, mais c'est peut-être logique.
par rapport à l'illumination. Bon bref. Donc, une manière très simple avec ce dont j'ai déjà parlé de se représenter et d'en discuter. Un liquide étant plus désorganisé qu'un solide, il est nécessairement, il a en général plus d'entropie. Et un gaz étant encore plus désorganisé qu'un liquide, il a encore plus d'entropie. Et comme vous savez, a priori, que vous l'observez dans votre vie de tous les jours, la glace c'est solide, pour qu'elle fonde il faut la chauffer, elle devient liquide, l'eau c'est liquide, pour la transformer en vapeur il faut la faire bouillir, il faut donc la chauffer encore plus, et donc, eh bien, plus c'est chaud, plus c'est désordonné. Donc l'entropie, comme l'énergie, est assez vite reliée à la température. Alors là vous allez me dire, mais du coup là, tous tes trucs en fait c'est juste la température? Non. Parce que de l'énergie je peux en transmettre autrement qu'avec la température, en travaillant sur la pression et le volume. Pareil pour l'entropie. Et l'énergie je peux aussi en transmettre de l'extérieur. Et en échanger. De plus, ces deux grandeurs ont une grande différence. On ne crée pas d'énergie, on en transfère toujours d'un endroit à un autre, d'un système à un autre. Par contre, on peut créer de l'entropie, parce qu'on peut se désordonner naturellement. Et on peut aussi en échanger de l'entropie. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Alors. Quand on va décrire nos systèmes thermodynamiques, on va se poser donc la question de ce qu'on transfère entre, par exemple, un solide et un autre, un solide et un liquide, un solide et un gaz, un liquide et un gaz, les composants de notre système. Et donc, ce qu'on va transférer, c'est, dans un premier temps, de l'énergie. Et cette énergie, elle va avoir une forme, une nature. D'où vient cette énergie? Comment, pourquoi? Et alors la plupart du temps, on va travailler avec deux types d'énergie. J'ai pas envie de faire des photos et des vidéos. Deux types d'énergie. L'énergie thermique, disons thermique et mécanique. Et on parlera donc de chaleur et de travail. Alors chaleur, c'est un mot qui est assez malheureux. Parce que chaleur, ça veut pas dire qu'il fait chaud. Chaleur, ça veut dire quantité d'énergie que j'ai transférée entre deux systèmes thermodynamiques. Au sein de deux composants d'un même système thermodynamique. Et travail, ça pour le coup, je trouve que le mot est moins malheureux. C'est donc lié à une énergie mécanique, donc à très souvent un mouvement, une force qu'on aura appliquée sur notre système. Donc, par exemple, si j'appuie sur une paroi, par exemple, vous prenez votre bouteille, vous appuyez dessus, vous allez appliquer des forces, ça va créer des questions de pression. Et donc, ça c'est un travail. Voilà. Et ça va être le travail, donc la quantité d'énergie due liée à une force, un mouvement mécanique qui va avoir eu lieu. Et la chaleur, ça va être une quantité d'énergie liée à un échange. Un échange, ouais. Quantité d'énergie qu'on a échangée en lien avec des questions de température, en général. C'est-à-dire, par exemple, très simplement, si vous mettez un truc chaud en contact avec un truc froid, le truc chaud va avoir tendance à donner l'énergie, une partie de son énergie au truc froid, avec pour but d'équilibrer les températures entre les deux systèmes. Ça c'est un peu un principe, une loi
que va avoir la thermodynamique, d'équilibrer les températures. Et donc, je vais y arriver. Et ben votre système chaud, votre partie chaude va filer de l'énergie, de la chaleur en l'occurrence, à votre système froid. Sans doute pour ça que ça s'appelle chaleur, c'est que quand le transfert est positif et que un truc a donné à un autre, c'est que le truc qui a donné il était chaud. Bon, ça doit être à mon avis l'explication la plus logique de ce nom catastrophique. Puisque c'est pas une température, c'est une énergie. Et puis travail, bah voilà, pareil. Quantité d'énergie que vous aurez donné, échangé avec votre système en ayant une interaction mécanique avec. Donc typiquement, appuyer sur une paroi, ça fait de la pression. C'est ça le truc qui va venir le plus souvent. Je déplace le vaisseau pour plus. On m'embête avec. On va pouvoir construire tranquillement. Parfait. Une fois qu'on a défini toutes ces grandeurs, eh bien, on va pouvoir définir des lois. Mais avant, je vais quand même parler de système. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de système et que j'ai pas forcément bien défini ce que c'était. Votre système thermodynamique, ça va être l'ensemble des objets que vous avez envie de regarder, sur lesquels vous avez envie de travailler. Ça, c'est vous qui le définissez. Vous dites, bah là, je regarde l'eau qui est dans la bouteille, bah système, l'eau qui est dans la bouteille. Très bien, bah, super. J'ai envie de regarder l'eau qui est dans la casserole, système, l'eau qui est dans la casserole. Jusque-là, tout va bien. Vous pouvez vous dire, je vous donne des exemples. Vous pouvez aussi bien vous dire que vous avez, je sais pas, imaginons, vous faites fondre des glaçons dans l'eau. On va faire fondre des glaçons dans l'eau. Vous pouvez aussi bien vous dire que vous avez un système glaçon et un système eau liquide qui interagissent. Ou vous dire que vous avez un système mélangé d'eau et de glaçons, avec plusieurs composantes, et que vous regardez ce qui se passe dans tout le système. Pourquoi on ferait l'un plutôt que l'autre? Et à savoir pourquoi on ferait plutôt le deuxième, donc un système mélangé eau plus glaçons. Parce que si vos glaçons fondent, ils deviennent de l'eau liquide. Et donc une partie de ce qui était dans le système glaçon est passée dans le système eau liquide. C'est chiant. C'est vraiment pas très pratique parce que vos mesures d'énergie, de température, de tout ce que vous voulez vont être touchées d'une maladie. C'est qu'elles dépendent de la quantité de ce qu'il y a dedans et que là votre quantité elle évolue, le nombre de molécules d'eau, puisque celle de la glace passe dans l'eau liquide et donc vous avez de moins en moins de molécules d'eau gelée et de plus en plus de molécules d'eau liquide. Et c'est chiant. Parce que ça crée une variation d'une de vos variables d'état dont vous n'aviez pas forcément besoin, qui n'a pas forcément un grand intérêt, et qu'a priori vous ne vouliez pas étudier. Rien ne vous interdit de vous poser cette question-là, mais c'est rarement ce qui nous vient le plus à l'esprit. Alors il ne faut pas faire un lien de sortie, il faut faire un lien d'entrée, donc il faut que je fasse ça. Voilà. Et donc là on touche à une notion, c'est la notion de système fermé. Voilà, parce que derrière le mot système, on va aller mettre plein de petits adjectifs. Système fermé, c'est chiant cette histoire, il faut que je passe comme ça. Donc système fermé, bah, c'est un système qui ne perd pas ses composants. C'est-à-dire que vos molécules, elles peuvent changer, elles peuvent passer de solide à liquide, elles peuvent même se transformer via une transformation chimique qui fait qu'une molécule en devient une autre, tout ce que vous voulez, mais elles partent pas, elles s'en va pas. Ça c'est un système fermé. Par opposition à un système ouvert, c'est un système il n'est pas fermé. Donc il y a des trucs qui s'en vont. L'autre adjectif qu'on va avoir envie de mettre, c'est le concept de système thermiquement isolé. Donc isolé ou pas isolé. C'est quoi un système isolé? C'est un système qui n'échange pas d'énergie avec l'extérieur. Donc l'exemple assez basique de système presque isolé, si on est vraiment précis,
isolé, quand on a envie de travailler avec un système isolé et de décrire un système accessible à tous et connu de tous, c'est le thermos. Pourquoi votre thermos il change, ce qui est dedans change pas de température, c'est-à-dire que vous avez mis du café chaud, il reste chaud quand même assez longtemps. C'est parce qu'il est, alors il est pas parfaitement isolé puisque votre café finit par refroidir, mais il est très bien isolé. Voilà, en réalité, pour rentrer un peu dans les précisions, ça n'existe pas un système isolé, un système est plus ou moins isolé, et en fait il est isolé sur les échelles qui nous intéressent. C'est-à-dire par exemple si vous étudiez votre thermos pendant 1 heure, globalement, si vous avez un bon thermos, il est isolé. Si vous l'étudiez sur 24 heures, pas isolé, parce que votre café au bout de 24 heures, il est plus frais, il est plus chaud. Si votre café est frais, ça sert à rien. Voilà. Et bien sûr, ça marche dans les deux sens. Les transferts, dans un sens et dans l'autre, c'est un peu pareil. Si vous mettez votre gourde isotherme d'eau au frigo, elle va pas refroidir parce qu'elle est isolée. Alors si vous la laissez 8 jours, il y a moyen que ce soit frais dedans, mais vous en aurez perdu du temps. Voilà. Et donc on aime beaucoup en thermodynamique les systèmes fermés. On aime énormément les systèmes fermés parce que bon, avoir un système qui perd une partie de sa matière, c'est un enfer. C'était déjà le cas en mécanique, à peu près pareil en thermodynamique. Quand je vous disais que la fusée c'est compliqué parce que ça crache du carburant à l'arrière en permanence pour se propulser. Voilà, c'est un système compliqué. Bah là c'est pareil. Si vous étudiez une bouteille qui fuit en permanence, définir ce qu'il y a dedans, bon, c'est un enfer. Isolé, pas isolé, ça va dépendre. Parce que des fois vous n'avez pas le choix. Aussi parce que des fois vous voulez étudier un transfert, donc il faut bien que vos trucs soient pas isolés pour que vous étudiez le transfert qui a lieu entre les trucs pas isolés. Mais c'est bien pratique quand c'est isolé, puisque ça vous force quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de transfert thermique entre vos éléments, et donc c'est bien pratique. Là par exemple, quand on a un transfert thermique, c'est que je commence à avoir froid dans le jeu. Parce qu'on est au milieu du rien. Et donc on va se mettre un petit bâtiment pour se réchauffer. On va renommer l'avant-poste. Grimsay. Nous y avons tout ce que je voulais d'ailleurs. De l'uranium, de l'iridium, du plutonium. C'est vraiment PU, plutonium. Et du vanadium. Je vérifie que c'est vraiment PU, plutonium. Un peu de chimie, pour le fun. PU. Je ne trouve pas du tout ce que je cherche. Plutonium. Plutonium. Le plutonium, élément de symbole PU. Et non PL, parce que PL c'est le platine. Non, c'est P2 le platine. C'est quoi PL? Tableau périodique des éléments. S'amuse. Platine. Platine c'est PT. PO polonium. PT platine. Je pense qu'il n'y a rien PL parce que justement le but c'est de pas être ambigu. Voilà. Revenons à nos moutons. Je pense que j'ai fait le tour des premières définitions qui étaient intéressantes. Et maintenant, on va pouvoir vous donner les 3 principes de la thermodynamique. Alors, premier principe, la conservation de l'énergie. Donc là, vous allez me dire, mais t'es débile, tu viens de parler de système pas isolé, qui fait des échanges thermiques, donc qui nécessairement perd de l'énergie. Oui. Alors, soit vous pouvez le phraser
de manière très scientifique, très mathématique. Attention, je prends la bonne définition pour être sûr de ce que je dis. L'énergie se conserve dans un système isolé. Bon. D'accord. Sauf qu'après, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez vous poser la question. Si je définis bien mon système, j'ai sûrement moyen qu'il soit isolé. Par exemple, si mon système, pas mal ça, et qui t'aime, si mon système, c'est tout l'univers, bon, on pourrait rentrer dans des discussions philosophiques compliquées, mais a priori, il est isolé. Puisque tout l'univers, je vois pas trop avec quoi il pourrait interagir d'autre, vu que c'est tout l'univers. Donc dans l'univers, l'énergie se conserve. Cool. Donc ça veut dire que si par exemple j'étudie de l'eau et qu'elle n'est pas thermiquement isolée et qu'elle échange de l'énergie, bon bah l'énergie qu'elle a échangée, il n'a pas disparu dans les limbes de la mort, il est forcément allé quelque part. Donc je peux définir un autre objet avec lequel mon eau a échangé de l'énergie, peut-être l'air, par exemple, si je regarde un lac, et me dire que l'eau plus l'air, c'est peut-être isolé. Voilà. Et puis si c'est pas suffisamment, je continue. Pour vous donner plus simple, je prends une bouteille d'eau, je la ferme, je mets ça dans un thermos, je mets des glaçons. Le contenu du thermos il est thermiquement isolé, l'eau liquide et les glaçons échangent de l'énergie, parce qu'il va y avoir des échanges dus à la différence de température. Mon eau n'est pas isolée, mes glaçons ne sont pas isolés, mais eau plus glaçons c'est isolé. Donc en général, je peux toujours réussir à aller chercher quel est le morceau de mon système que j'ai oublié pour dire qu'il était isolé. Et donc l'énergie elle va bien quelque part. Autrement dit, si on fait ce principe d'une manière un peu plus pratique et accessible dans des cas plus généraux, il n'y a pas de terme d'énergie créée. Quand je travaille et que je compte mon énergie, que je me dis alors là l'énergie de mon système c'était tant, mon système il a échangé l'énergie, son énergie elle a varié, quelles sont les sources de la variation de l'énergie, il n'y a pas de terme énergie créée, énergie supprimée. C'est forcément l'énergie échangée avec autre chose. Premier principe, conservation de l'énergie. Ça c'est essentiel, c'est ultra utilisé en physique. Deuxième principe sur son évolution. L'évolution de son entropie. Il n'y a pas de suppression d'entropie. L'entropie est nécessairement créée ou échangée. Donc mon système, soit il échange de l'entropie, soit il en crée. De plus en plus en désordre, ou alors, si son désordre a diminué, c'est que quelqu'un d'autre a pris du désordre. Voilà. Ça permet de discuter de l'évolution de l'entropie. Ensuite, vous allez avoir un troisième principe dont on se sert moins et que je n'avais pas en tête pour préparer cette discussion, qui s'appelle le principe de Nernst. C'est un des chercheurs, des physiciens qui a développé la thermodynamique. Principe de Nernst qui nous dit que l'entropie d'un cristal parfait est 0 quand sa température est nulle. Alors, il y a 1000 choses qu'il faut que je vous définisse là-dedans. D'abord, on va repartir de la température. La température, vous avez l'habitude de la mesurer en degrés Celsius. Le degré Celsius, c'est une échelle de température qui est basée sur l'expérience et qui est basée sur la chose suivante. Enfin, toutes les échelles de température, d'ailleurs toutes les grandeurs, quelles qu'elles soient, le mètre, le kilomètre, le gramme, la seconde, sont définies sur la base d'expériences que l'on peut mener qui permettent de les mesurer. Au passage.
permettent d'abord de les définir, et une fois qu'on les a définis, qui permettent de les mesurer. Donc, la température en Celsius, c'est bien pratique dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment pas pratique dans la physique. Pourquoi? Parce que la température en Celsius, c'est défini de la manière suivante. Si je me mets à la surface de la Terre, où il y a une pression de une atmosphère, je reviendrai sur la question de la pression plus tard, mais globalement, dites-vous que si la pression change, les températures que je vais donner peuvent changer, et donc ça dépend de la pression. Si je me mets à la surface de la Terre, que j'ai une pression de une atmosphère, une manière de mesurer la pression, et qu'il fait rien du tout, l'eau bout à 100 degrés Celsius et gèle ou fond, selon le sens où vous allez, à 0 degrés Celsius. C'est quand même une échelle qui est basée sur pas grand chose et qui est un peu pénible. Déjà parce que si vous définissez votre échelle à un endroit de la Terre où il y a une certaine pression et que vous allez à un autre endroit où vous avez une pression différente, alors pas comme si ça allait changer drastiquement, mais techniquement si vous essayez de définir un degré Celsius avec la même définition à un autre endroit, peut-être vous allez avoir 1,0001 atmosphère ou 0,99999 atmosphère, un tout petit peu moins, un tout petit peu plus. Parce que, je sais pas, il fait très chaud, vous êtes... il y a du vent, il y a un orage, etc. Ça peut faire évoluer la pression, tout ça, dans l'atmosphère. Et bah du coup, votre échelle de degrés Celsius, techniquement, elle n'est pas définie pareil. C'est chiant. Par opposition, le degré Kelvin, il est défini avec l'idée qu'il y a un minimum. J'y reviendrai, ce sera le 4e, 3e et demi, 5e principe. Il y a des principes en plus des 3 premiers. Dites-vous que de base, on s'en sert principalement de 2. Il y a un peu le 3e parce qu'il est intéressant pour les domaines que Nernst a voulu évoquer avec. Et après, il y a plus ou moins un principe qui est que quand on étudie la température, il y a un zéro. C'est-à-dire il y a un minimum de température, on peut pas aller en dessous, ça n'a pas de sens d'aller en dessous. Cette échelle de température qui est définie avec ce zéro s'appelle le Kelvin. Alors sachez que pour définir une échelle, il faut un point de départ Alors, il faut soit un point de départ, un point d'arrivée. Et comme vous connaissez, comme vous avez une distance entre les deux, vous avez réussi à définir une échelle. Soit il vous faut un point de départ et une mesure de la distance de votre échelle, de la taille de votre échelle, qui va définir un peu aléatoirement un point d'arrivée un peu plus loin, donc c'est équivalent. Donc l'idée du Kelvin, c'est que plus 1 degré Kelvin, c'est pareil que plus 1 degré Celsius. Par contre, on a déplacé le zéro. Donc c'est comme si vous aviez pris votre règle, et au lieu de dire que là c'est 1 mètre, vous déplacez, ça devient 2 mètres. Voilà. Votre zéro il s'est déplacé. Vous avez déplacé le point de départ. Et donc on a mis le 0 Kelvin au minimum. Donc vous pouvez pas avoir moins une température de moins quelque chose Kelvin, ça n'existe pas. Donc c'est ce qu'on appelle le zéro absolu, qui porte assez bien son nom, qui donne vachement bien une... Il y a une vachement bonne idée, vachement bien c'est vrai, qui donne vachement bien, ça veut rien dire, qui donne une vachement bonne idée, une très très bonne idée de ce qu'il représente. C'est une température où toute activité, mouvement cesse. Il est aussi pratique le Kelvin, parce que ça veut dire que, typiquement, il est proportionnel à votre fameuse vitesse moyenne de vos particules dans les modèles les plus simples. Donc s'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien qui bouge, 0 Kelvin. Typiquement, c'est-à-dire que dans l'espace absolument vide, il fait 0 Kelvin. En vrai, dans l'espace c'est pas vide, il y a des rayonnements, il y a des trucs qui se promènent, il y a le soleil qui vous tape dessus, il y a des petites particules qui se promènent, il y en a un tout petit peu de temps en temps, il y a un tout petit peu d'hydrogène, de gaz qui se promènent partout dans l'espace. On parle de une particule tous les mètres, 10 mètres, etc. Il fait pas tout à fait 0. Un tout petit peu plus. Il doit faire... Je sais pas. Quelle température il fait dans l'espace? Question, quelle température il fait dans l'espace?
température dans l'espace. Si ça me répond 0 Kelvin, j'ai l'air con. C'est pas exactement 0 Kelvin. Température dans l'espace. 3x, Google. Je fais mes recherches sur Ecosia. À chaque fois, je plante un arbre, je trouve pas mes réponses, puis je cherche sur Google. Dans l'espace, la phase d'un satellite sur orbite terrestre exposé au Soleil peut atteindre 150 degrés Celsius. Eh bien. Alors oui. 0 Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. Et globalement, on se dit que dans l'espace, il fait moins 272. Dans un endroit loin de toute étoile et vide de matière, un objet a à l'équilibre une température de 2,7 Kelvin, environ moins 270 degrés Celsius. Voilà. Qui n'est pas exactement 0 dans l'espace. C'est marrant. 0 Kelvin. Donc moins 273 degrés Celsius. 0, ça arrive sur Terre, et c'est quand il y a du gel dehors. Donc je vous disais, l'entropie d'un cristal parfait est 0 si sa température est de 0 Kelvin. Alors du coup, je vous ai défini la température en vous parlant de pression. J'ai oublié de parler, j'ai pas évoqué comment on mesure la pression. Alors vous pouvez la mesurer donc en force divisée par surface, c'est ce qu'on appelle le pascal. Vous pouvez transformer vos pascals en ce qu'on appelle atmosphère, c'est-à-dire c'est la pression de l'atmosphère terrestre. Quand vous êtes à la surface de la Terre, la pression de l'atmosphère terrestre, c'est ce qu'on appelle une atmosphère, et c'est 1024 hectopascales. C'est vite compliqué pour pas grand-chose. Pour vous donner une idée, l'idée c'est que plus vous avez d'air ou de liquide au-dessus de votre tête, dans un endroit où il y a de la gravité, donc du poids, sur Terre par exemple, au hasard, et bien plus vous en avez au-dessus de votre tête, plus vous allez subir une grosse pression sur vous. Alors petit aparté pour dire que souvent on dit c'est le poids de l'eau au-dessus de vous, c'est le poids de l'atmosphère au-dessus de vous. Non. Non. Oui mais non. Mais oui. Mais non. Voilà. Parce que physiquement, c'est pas des très bonnes manières de le dire. Mais en même temps, si ça permet aux humains de se le représenter. Alors c'est très bizarre comme phrase, ça voudrait dire que les gens qui font de la physique sont pas des humains. Ça permet aux gens, qui font pas forcément de la physique, de se le représenter facilement. Tant mieux. On va le dire comme ça. On va pas se battre. Mais, comme je vous ai dit, la pression, c'est les particules qui vous tapent dessus quand vous êtes dans un fluide. Parler de poids de l'eau au-dessus de vous. Il y a un lien, il y a une logique, parce qu'avec le poids, vous avez des travails sur le volume, sur la compression de votre truc. Du coup, changer son énergie, il y a de la mécanique, mais c'est pas toujours un très bon parallèle. Parce que notamment, ça vous donne l'impression suivante, c'est que la pression, elle est au-dessus. Mais non, parce qu'en fait, la pression, elle est en dessous, au-dessus, sur le côté, sur la gauche, sur la droite, partout. Vous la sentez partout sur vous. Quand vous êtes sous l'eau, vous vous faites écraser par tous les côtés. Donc, bon. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi une logique qui vient d'un calcul qui se fait avec la gravité. Qui consiste à calculer comment la pression augmente avec la quantité de fluide que j'ai au-dessus de moi et qui subit de la gravité. Donc, vous voyez qu'il y a une logique quand même sur cette question de poids. Donc c'est pas complètement absurde non plus. Puisque quand vous êtes sous l'eau, vous prenez une atmosphère tous les 10 mètres. C'est-à-dire que quand vous êtes à 0 mètre d'eau, donc à la surface de la mer par exemple, vous avez une atmosphère puisque vous avez l'atmosphère au-dessus de vous. Vous descendez de 10 mètres, les 10 mètres supplémentaires vous ont ajouté une pression d'une atmosphère de plus, donc ça appuie 2 fois plus sur vous. Et si vous descendez de 10 mètres de plus, et ça va appuyer 3 fois plus qu'à la surface. Donc à 20 mètres de profondeur, ça va appuyer 3 fois plus qu'à la surface, etc. etc. Et en fonction de la pression, les températures auxquelles certaines choses se passent vont être différentes.
puisque la question de dans quel état mon liquide ou mon solide est, dans quel état mon composé est, donc dans quel état liquide, solide ou gazeux, eh bien ça se trace sur des diagrammes en fonction de la température et de la pression. Des diagrammes TP d'ailleurs, on appelle ça des diagrammes TP, vous mettez la température sur un axe, la pression sur l'autre. Et puis dedans vous mettez à cet endroit c'est liquide, à cet endroit c'est solide, à cet endroit c'est gazeux. Donc là on a parlé température, pression et donc entropie d'un cristal parfait. Alors un cristal parfait c'est un solide. Alors attention je risque de dire des choses pas tout à fait exactes. Là pour le coup c'est de moins en moins mon domaine mais je vais essayer de dire les choses le mieux possible. Donc, un cristal, c'est un solide dans lequel on va observer une assez bonne organisation des molécules. Elles sont bien rangées. Et ça a un avantage, c'est que si elles sont vraiment bien rangées partout tout le temps, on arrive assez bien à décrire comment il fonctionne le cristal. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie dessus, comment sa température et son volume, sa pression peuvent évoluer, comment il vit le cristal. Et donc un cristal parfait, c'est un cristal, il est tout propre. Il est super bien organisé. Et donc le monsieur nous dit l'entropie d'un cristal parfait, donc son niveau de désordre, est logique. Si le truc est bien organisé, je peux regarder son niveau de désordre. Elle est de 0 si la température est de 0. Donc à la température où tout mouvement moléculaire cesse, le désordre dans un solide dont le principe est que ses composants, ses molécules, sont bien organisées les unes par rapport aux autres, un cristal donc, parfait, qui est parfaitement bien organisé, son désordre est nul. Cool. Bon, ça donne surtout une mesure du désordre, une information sur la mécanique des cristaux parfaits. Voilà. C'est pas le principe le plus utilisé. Alors les principes suivants sont encore moins utilisés. Il y en a un qu'on sort parfois, c'est la température possède un zéro. Oui. Si vous la définissez par rapport à l'agitation thermique moléculaire des composants de votre système, ça marche assez bien vu que soit ils sont agités, enfin la valeur absolue de leur vitesse moyenne est forcément un nombre positif et le minimum c'est ça bouge pas donc c'est 0. Jusque là ça se passe bien. Et la suivante, j'en parlais vite fait avant le live, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est une théorie sur... Alors attends, comment ça s'appelle? C'est la théorie ou loi d'Honsager. Je vous avoue que je m'en suis jamais servi dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé avec de la thermo. Ça nous parle de relations linéaires entre les courants volumiques et les forces thermodynamiques. Compliqué. Pour faire simple, ça permet, si j'ai bien compris, parce que là pour le coup c'est vraiment hors de mes compétences, même si je serais capable de lire et de comprendre, mais il faudrait que j'aille creuser. C'est une loi très pratique dans le cadre des processus thermodynamiques linéaires irréversibles. Avec des questions de force et de courant dans ces processus. C'est assez compliqué. Par contre, ça nous permet d'aborder un mot. C'est assez compliqué et surtout, ça rentre pas dans la plupart des domaines simples qu'on parle dans la vie de tous les jours avec nos petites mains et si vous n'êtes pas dans le milieu de la thermodynamique. Donc on va peut-être pas y passer 2 ans. Par contre, ça a soulevé un sujet intéressant, la réversibilité. Je vous ai parlé de système irréversible. Alors, la réversibilité, on va en parler.
Je vais me remettre mon OBS pour avoir mon timer. Cet épisode va être plus court que celui sur la mécanique. En même temps, j'ai moins de choses à dire, c'est moins mon domaine. Et je trouve que c'est plus simple à verbaliser. Et peut-être aussi que je fais mieux que la dernière fois, parce que je trouve que vraiment l'épisode précédent était pas ouf. Indulgence. C'est aussi pour ça que je fais ces petits épisodes plus simples avant de parler de sujets compliqués. Qui me passionnent plus, c'est pour me faire la main. La réversibilité, c'est tout simple à expliquer, encore une fois. Supposons que je fais une transformation. Faire fondre mes glaçons. Si je filme mes glaçons en train de fondre, et que je vous le montre, vous allez me dire, bah ouais, ils ont fondu. C'est super. Ok, jusque là, tout va bien. Si je vous dis que je vous passe le film à l'envers, enfin je vous le dis pas plutôt, si je vous passe le film à l'envers, je vous le dis pas. Et là je vous demande, ça va, tu trouves il est bien le film? Vous allez me dire, frérot, non, il y a un problème. C'est pas possible ton truc. C'est pas possible qu'il y ait de l'eau, elle est là, et tout d'un coup, elle décide de faire des glaçons. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour la team qui me fait si elle est dans un état super critique, surgelée, dans mon congélateur, j'ai vu les expériences sur internet, tu tapes sur la bouteille et elle fait de l'eau d'un coup. Oui, j'y reviendrai. Mais en l'occurrence, quand vous faites ça, c'est toute la bouteille d'eau qui gèle d'un coup, qui était déjà froide, et en plus vous le faites en faisant une vidéo rigolote sur internet, donc ça vous prouve bien qu'a priori c'était pas ce à quoi on s'attendait. Par contre, vous ne verrez jamais votre verre d'eau posé sur une table qui tranquillement fait des glaçons. Genre votre eau, elle est à 10 degrés et tout d'un coup, l'eau passe à 20 degrés et une partie fait des glaçons à 0. Non. Votre eau reste à 20. Et bien ça vient de la question de l'entropie. Pourquoi? Parce qu'on peut créer de l'entropie, on peut échanger de l'entropie, mais on ne peut pas en supprimer. Donc vos glaçons et votre eau liquide vont peut-être échanger un peu d'entropie. Sauf qu'à la fin, vous avez une eau liquide à température constante, il n'y a qu'une seule eau, elle est liquide, et qui a son entropie. Mais vous avez aussi créé de l'entropie. Vous avez créé de l'entropie, et vous ne pouvez pas la supprimer, cette entropie. Donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et pourtant, votre système était thermiquement isolé. Sur une échelle de faire fondre vos glaçons dans l'eau, votre verre d'eau il est isolé de l'extérieur. Vous n'allez pas sentir la pièce refroidir parce que vous avez fait fondre 3 glaçons. Voilà. Donc globalement, l'échange il a eu lieu entre vos glaçons et votre eau liquide. Et là, vous voyez la différence entre l'énergie et l'entropie. C'est que l'énergie, vous l'avez échangée entre les glaçons et l'eau. C'est bien que vous avez refroidi votre eau et que vous avez fait fondre vos glaçons. Mais votre entropie, vous en avez échangé entre vos glaçons et votre eau, mais vous en avez aussi créé. Donc c'est différent. Et le fait que vous ayez créé de l'entropie, alors qu'il y a un principe de la thermodynamique qui dit qu'on ne peut pas supprimer de l'entropie, on ne peut qu'en créer, vous donne une mesure du fait que votre phénomène, vous ne pouvez pas l'inverser. Parce que pour l'inverser, il faudrait supprimer l'entropie que vous avez créée. Et ça, c'est ce qu'on appelle une transformation irréversible. Par opposition, vous avez des transformations réversibles, celles qui ne créent pas d'entropie. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour ces sujets-là. Toc toc toc. Après j'ai écrit quoi? Liquide, solide, gazeux. Équation d'état. Et bon, on va parler d'équation d'état. Je pense que c'est globalement ce qui nous reste, hein, et après on aura fait le tour. Ah si, machine thermique. Équation d'état et puis après machine thermique. Mais si, c'est là. Bon. Je vais essayer de parler de chacun de ces petits sujets rapidement, en une dizaine de minutes, 10-15 de minutes, pas plus pour chacun des petits sujets annexes, maintenant qu'on a donné les principes de la thermodynamique qui nous permettent de réfléchir à la vie. Un des sujets de la thermodynamique, c'est donc les équations d'état, j'en parlais tout à l'heure.
J'arrive pas à faire une liaison depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à ça, j'arrive pas à faire une liaison entre mes avant-postes, donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc je vous disais, supposons que j'ai un gaz. Ok. Supposons que j'ai un gaz. Je vais assez vite avoir la sensation que si j'augmente la pression, les trucs se tapent de plus en plus dessus, donc la température augmente. Si je réduis le volume, les choses sont de plus en plus à l'étroit, donc elles se tapent de plus en plus dessus. Et où elles sont de plus en plus agitées, et donc la température augmente. Donc j'ai l'impression que je peux relier pression, volume et température avec une équation logique qui me permet de relier tout ça. C'est ce qu'on appelle une équation d'état. L'équation d'état la plus simple de la thermodynamique, c'est celle des gaz parfaits. Alors qu'est-ce que c'est les gaz parfaits? Petit aparté. Si vous avez déjà vu le tableau périodique des éléments, qui est donc un tableau qui permet de... J'en reparlerai quand on parlera de physique quantique, sans doute. C'est un tableau qui permet de classer les éléments qu'on peut étudier dans la physique et la chimie dans la vie, via les atomes. Donc, simple rappel pour vous. C'est un bordel pour vous. Donc, que la matière est composée de molécules, et qu'une molécule est composée de plusieurs atomes, et qu'après dans les atomes c'est plus compliqué ce qu'il y a dedans. Que par exemple une molécule d'eau c'est H2O composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc si vous regardez le tableau périodique des éléments, c'est un truc qui contient le plutonium, l'iridium. On est dans Starfield, on va s'en servir. Hop, des éléments. Alors là ça c'est une molécule, H2O. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. 3 hélium, 3 atomes d'hélium. Hélium 3, c'est une molécule. Plomb, c'est du plomb tout seul, c'est un Pb, c'est un atome. Argon, c'est un atome l'argon. Fer, Fe, c'est un argon, c'est un atome, pardon. Enfin, un argon, c'est un fer. Argent, pareil. HNCN, c'est plein de H et plein de C, donc plein d'hydrogène et plein de carbone, c'est des molécules. Néon, c'est un gaz. Et d'ailleurs, néon et argon, c'est des gaz parfaits. Et hélium aussi. Bon, bah pour faire simple, les gaz parfaits, c'est la colonne la plus à droite du tableau périodique. Le tableau périodique, il est très intéressant parce qu'il classe les atomes en fonction de leurs de caractéristiques qu'ils ont, qui sont des caractéristiques chimiques et thermodynamiques en fait. Qui en fait sont dues à leur composition, et là c'est quand on parlera d'électrons, et donc de physique quantique, mais pour le faire simple, ces caractéristiques sont reliées à la manière dont ils fonctionnent sous forme de molécules, et la manière dont ils fonctionnent sous forme de molécules permet de déterminer leur comportement thermodynamique. Et donc la colonne de droite, elle est pratique parce que quand elle est sous forme de gaz, elle fait en général, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça. L'hélium, c'est de l'hélium 2 normalement. C'est ça, non? Attendez, non, isotope d'hélium. Ah non. Attendez, gaz parfait. Je fais mes recherches pour pas vous dire de bêtises. J'allais vous dire que ça fait un truc que ça ne fait pas du tout. Gaz parfait, un modèle de basse pression, je me rends compte que je viens de dire une grosse connerie. J'ai confondu gaz noble et gaz parfait. Et bah, sachez que la colonne tout à droite, c'est les gaz nobles et on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec les gaz parfaits. Si je pense que les gaz nobles se comportent en tant que gaz parfait, on va demander à ChatGPT. Alors, sachez que ChatGPT n'est pas une bonne source d'information pour ce sujet-là. C'est juste, il vous
donne des informations et des phrases, vous les lisez, vous réfléchissez très fort. Si vous avez des notions, s'il justifie bien que vous avez des notions, vous savez s'il a raison. Si vous savez pas, vous savez toujours pas. Les gaz nobles sont des gaz parfaits. Voilà, c'est ça. Oh, je me disais bien, même si je ne fais plus beaucoup de thermodynamique dans ma vie, j'ai encore des notions, tout va bien. Les gaz nobles se comportent souvent comme des gaz parfaits. Mais finalement, j'avais pas besoin de vous parler des gaz nobles. Donc, colonne de droite du tableau périodique, c'est les gaz nobles, qui en général font des molécules monoatomiques. C'est pour ça qu'ils sont tout à droite, c'est parce qu'ils font pas de liaison atomique, donc ils font pas de liaison, je sais pas comment on dit, liaison, oui, ils font pas de liaison pour faire des molécules, qui se lient pas à d'autres atomes. Donc votre gaz, c'est pas du dioxyde, c'est pas du di quelque chose, du diazote, c'est de l'hélium tout seul. Et ça fait que, en général, thermodynamiquement, ils se comportent plus facilement sous la forme de gaz parfaits. Et donc les gaz nobles, vous avez l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Et après, techniquement, l'oganesson du coup. Mais là, ça commence à devenir compliqué. Parce qu'on est bas dans les... C'est des trucs qui ont des durées de vie ridicules et on les a pas bien... Enfin, on peut pas les étudier plus que ça. Et alors, les gaz parfaits, c'est un modèle. Une modélisation des gaz. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que je vous dise pas de bêtises. Que c'est un modèle qui est sans doute le modèle le plus simple qu'on ait pour modéliser les gaz. Qu'il fonctionne bien, notamment pour l'air, dans les conditions qui ont lieu sur Terre. L'air, c'est un gaz qui vous entoure, qui est composé à 80% de diazote et à 20% de dioxygène et à quelques pourcents de plein d'autres trucs qui traînent. Et qui... Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Une planche égale une liaison. Donc il va falloir que je repose. Et qui... Qu'est-ce que je disais sur les lois des gaz parfaits, donc loi simple pour... Ah oui, donc l'air, pardon. L'air composé à 80% de diazote, à 20% d'oxygène, le truc dont vous avez besoin pour respirer. Le diazote qui interagit pas beaucoup avec votre corps et qui fait pas grand chose, donc c'est la base quoi. Et si j'arrive à m'exprimer et à finir mes phrases. Tic-tac, tic-tac-tac, je réfléchis pour finir correctement mes phrases. Oui, de quelques pourcents de plein d'autres trucs qui se promènent. Si on parle de réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, les CO2, etc. Voilà. Et la loi des gaz parfaits, elle vous dit simplement que la pression d'un gaz parfait multipliée par son volume est égale à la quantité de molécules que vous avez dans votre gaz fois la température de votre gaz fois une constante. Donc en fait, la pression fois le volume est proportionnelle à la quantité de matière fois la température. Si vous considérez cette
formule. Vous voyez que si j'augmente la pression sans changer la température, c'est que j'ai réduit le volume. Si j'augmente le volume sans changer la température, c'est que j'ai augmenté ou réduit la pression. Réduire le volume, augmenter la pression, augmenter le volume, réduire la pression. Si la pression ne change pas, non, plutôt si le volume ne change pas, si le volume ne change pas et que je chauffe, j'augmente la pression. Si le volume ne change pas et que je refroidis, je réduis la pression. Voilà, souvent ces lois-là qu'on se... C'est ce que je vous disais sur des choses qu'on se représente dans l'esprit et qui nous viennent assez vite quand je vous définis pression et température. C'est l'intuition que vous allez avoir. Et c'est super. Et en fait, après, la plupart des lois qu'on va avoir... Ah oui, alors tout ça avec une quantité de matière qui n'a pas changé. Le petit n. Et par ailleurs, si vous... J'y reviendrai. J'allais dire autre chose, mais j'y reviendrai parce qu'il faut que je définisse autre chose avant. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation d'état qui permet de relier logiquement les variables d'état d'un système étudié. Et globalement, la plupart des équations d'état des composants qu'on a sur Terre, des gaz, etc., des liquides, soit se modélisent à partir de la mécanique que vous voyez à l'intérieur, soit sont des extensions du modèle du gaz parfait avec des petites modifications de l'équation et des petits trucs en plus qu'on rajoute dans un sens dans l'autre pour compliquer l'équation, pour coller à la réalité. Soit un peu les deux, c'est-à-dire vous avez un peu de l'expérience, un petit peu de la modélisation, et puis vous arrivez à avoir un modèle intéressant. Bon. Pourquoi je vous parle d'équation d'état et pourquoi c'est important que je vous parle d'équation d'état? Parce que je vais vous parler d'astrophysique plus tard. Et que les équations d'état, c'est un truc important, alors pas dans en astrophysique à plein d'endroits, mais surtout en cosmologie. J'y reviendrai, mais dans l'idée, à un moment, on va devoir étudier des fluides. Et nos fluides, on va les définir avec une pression, super, je vous ai déjà discuté, et une masse volumique ou densité. Alors simplement, masse volumique et densité, c'est quoi? La masse volumique, c'est la masse que vous avez dans un volume, donc masse divisée par volume. Et la densité, c'est la masse volumique normalisée, divisée par celle de l'eau pour les liquides et par celle de l'air pour les gaz. Traduction, c'est à quel point c'est dense par rapport au liquide que j'ai le plus sous la main, l'eau, et au gaz que j'ai le plus sous la main, l'air. Voilà. Souvent, on dit masse volumique, on dit densité à la place de masse volumique. Enfin. Et ma grande question, quand je vais étudier mes fluides, notamment en cosmologie, mais dans plein d'autres domaines, bien sûr, c'est comment que je fais pour relier ma pression à ma densité, ma masse volumique. Et bah, ça, c'est une équation d'état. Voilà. Et donc j'allais vous dire tout à l'heure, dans la loi des gaz parfaits, quand vous avez votre volume d'un côté et votre quantité de matière de l'autre, si vous divisez par le volume de chaque côté, vous allez vous retrouver avec votre quantité de matière divisée par votre volume. Comme chaque petit grain a la même masse, votre quantité de matière est proportionnelle à votre masse. Et donc vous pouvez réécrire votre équation pour relier en fait les choses de la manière suivante. Votre pression de votre gaz parfait est égale à sa densité fois sa température fois une constante. Donc en fait votre pression est proportionnelle à la densité fois la température. Et c'est plutôt ce type d'équation d'état que je vais utiliser moi dans ma vie et dans la cosmologie. Et quand on a des gros fluides dont en fait la quantité on s'en fout un peu. Et d'ailleurs, fermer le système et le mettre dans une boîte, et bah attends, la question, si tu tues tout l'univers, il y en a partout, et la boîte c'est l'univers, et en fait, combien il y en a, c'est utile, mais c'est à part, c'est-à-dire, combien il y en a, ok, comme ça on le dit, et après, comment ça se passe dedans, un peu de questions, reliées entre elles bien sûr, tout ça, mais qui sont un peu côte à côte. C'est-à-dire que la manière dont ça se comporte à l'intérieur ne dépend pas spécialement de combien il y en a. Je
Pour en avoir 2 fois plus, j'en aurais juste 2 fois plus qui se comportent pareil. C'est pas forcément ça qui m'intéresse. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que la quantité de matière aussi dans les variables d'état, c'est pas le truc le plus... on se pose le plus les questions. Dont on se pose le plus les questions. D'ailleurs, la plupart du temps, nos systèmes sont fermés parce que c'est quand même vachement plus pratique comme ça. Et du coup, bah, la quantité en question, elle est constante. Et du coup, on la rentre dans la constante de l'équation. Donc c'est PV proportionnel à la température. Pression fois volume proportionnel à la température. Qui peut se retraduire par pression proportionnelle à densité fois température. Ça, c'est pour les équations d'état. En une phrase, si je connais la méca et que je connais la thermo, je peux regarder la mécanique d'un fluide, donc je peux faire de la mécanique des fluides. Voilà, puisque je vous disais la dernière fois, les liquides c'est super chiant à étudier avec les principes de la mécanique. Dans les bonnes conditions, avec des modèles qui marchent bien, si j'ai la thermo et la mécanique, je peux commencer à faire de la mécanique des fluides. En réalité, si on veut être tout à fait honnête, il faut aussi en rajouter des questions de physique statistique pour étudier tout ce qui se passe dans mon fluide. La physique statistique, c'est tout un domaine qui est très en lien avec la thermodynamique, puisque c'est un petit peu, on va dire, le domaine principal d'application de la physique statistique, la thermodynamique. Puisque la plupart des choses qu'on connaît de la thermodynamique et qui ont à la base été déterminées par l'expérience sont démontrées par des principes de physique statistique. Et donc c'est un outil, c'est plus un outil. Enfin, c'est plus un outil. Si je dis ça et qu'il y a des gens qui font de la physique statistique, ils vont dire c'est un domaine d'études. Mais c'est un outil au sens où ça s'applique à plein de choses. Donc c'est vachement bien en fait. Un outil qui s'applique à plein de choses, c'est un très bon outil. C'est un domaine de la physique qui est utile pour plein de choses, qui est très vaste, et qui notamment, si vous voulez, vous faites de la physique quantique qui décrit la matière, vous y appliquez des notions de physique statistique, et à la fin, vous pouvez plus ou moins démontrer la thermodynamique. Voilà. Mais la physique statistique a plein d'autres applications dans plein de domaines super. Et le dernier truc, le dernier sujet, les machines thermiques. Qu'est-ce que c'est qu'une machine thermique? C'est une machine, donc un système objet qui fait des trucs. Est-ce que c'est une bonne définition de machine? Si je tape machine, qu'est-ce qu'on me répond? Machine. On me répond que c'est une série télévisée. Définition. Une série télévisée française. Je suis ravi. Machine. Une machine est un produit fini mécanique capable d'utiliser une source d'énergie communément disponible pour effectuer par elle-même, sous la conduite au nom d'un opérateur, une ou plusieurs tâches spécifiques. Ce que je disais, quoi. C'est un objet, il fait des trucs. C'est-à-dire, c'est produit, un objet mécanique. Alors fini, ça veut dire que c'est une question de, c'est de l'ingénierie, ça veut dire qu'il fonctionne, on l'a terminé, on peut le vendre. Donc il utilise de l'énergie, énergie, source d'énergie thermodynamique, pour effectuer un travail mécanique sur un outil, une ou plusieurs tâches en exerçant un travail mécanique sur un outil, sur de la charge, sur de la matière, voilà. Donc il faut, en général, des notions de mécanique et des notions de thermodynamique pour parler de machine thermique. Deux machines thermiques super simples que vous avez dans vos vies. 3 peut-être. Non, 2. Je vais essayer d'en trouver une autre, mais on va se limiter à 2. 2 c'est bien. Allez, 3. Le frigo. Le moteur de la voiture. Et à peu près tout ce qui chauffe. Votre bouilloire. Votre radiateur. Tout ça, c'est de la machine thermique. Alors, comment qu'on décrit une machine thermique? Et bien une machine thermique, en général, on va avoir
une zone d'énergie chaude. Une zone de température chaude. Une zone de température froide. Parfois, vous pouvez avoir que l'un des deux. Du coup, la question est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid se pose plus forcément très intelligemment, mais soit vous avez une zone chaude, une zone froide, soit vous avez une zone. Une zone avec laquelle vous allez échanger de la chaleur, de l'énergie thermique. Et vous allez avoir... Alors d'ailleurs, je dois avoir machine thermique. Est-ce que j'ai machine thermique qui est ouvert quelque part? Non, j'ai ce diagramme là. Et vous allez échanger donc de la chaleur, de l'énergie thermique avec vos zones chaudes ou froides, ou votre zone, et produire un travail. Ou subir un travail. Ça dépend des machines et de ce qu'elles font. Par exemple, votre moteur. Il va avoir une zone chaude qui va être le carburant qui fait boum. C'est pas une explosion, c'est une combustion. Oui, je sais. Bref, ça chauffe. Cette énergie va être transformée en énergie mécanique. Et si je dis pas de bêtises, la zone froide du moteur... Attendez, moteur thermique, schéma thermodynamique. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Souvent, il y a une des zones de température, c'est dehors. C'est l'extérieur, quoi. Donc c'était ma question, c'est quoi la source froide? La source chaude, c'est sûr, c'est le carburant, ça je l'ai. Le travail, c'est évidemment le fait que votre moteur thermique dans votre voiture, via un système bielle-manivelle, ça c'est de la mécanique, va transformer la translation du piston due à la combustion et une augmentation forte de pression, plus de température, plus de pression, vous l'avez, en rotation. Et après, vos roues tournent. Enfin, bon, après, votre moteur tourne, vos roues tournent. La question ici, c'est pas d'expliquer le fonctionnement d'une voiture. Il y a plein de super vidéos sur ça sur Internet. Mais c'est juste de vous dire que tout ça, c'est que de la thermodynamique. Donc, c'est de la physique. Par contre, la source froide, en toute logique, c'est les échappements. Puisque les échappements, c'est chaud. Les gaz d'échappement, c'est chaud. Et donc, on les relâche. Mais c'est peut-être aussi l'admission d'air extérieur. Oui, en fait, la source froide, c'est l'air extérieur, avec laquelle vous faites deux choses. Vous relâchez les gaz d'échappement, donc elle est en effet plus froide que vous, puisque vos gaz d'échappement sont chauds. Et vous lui prenez du nouvel air pas chauffé, que vous allez faire chauffer avec votre combustion. Voilà, donc ça, par exemple, c'est votre moteur. Donc votre moteur, vous pouvez vous poser la question, quelle quantité d'énergie me fournit la combustion, quelle quantité d'énergie je relâche dans l'air, la source froide, et le mouvement mécanique que j'obtiens, quelle est son énergie, quelle est la force de ma rotation, tout ça. D'ailleurs, vous allez parler de moment aussi, parce qu'il y a une rotation. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Et notamment, votre grand questionnement, c'est par rapport à l'énergie chaleur que j'ai fournie, qui est ce que je voulais, enfin ce que j'ai fourni, la combustion de mon carburant. Quelle est la quantité d'énergie mécanique que j'ai obtenue? Bah ça, c'est le rendement de votre moteur. C'est sa capacité à transformer ce que vous avez fourni, la chaleur de la combustion du carburant, en mécanique. Comment je fais tourner mes roues, je fais avancer ma voiture. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, blablabla. Conservation de l'énergie, tout ça. Vous ne pouvez pas avoir plus d'énergie mécanique que ce que vous avez fourni dans votre combustion. Donc votre rendement, c'est 1 ou moins. Il n'y a pas de machine thermique qui fait 1. C'est une loi de l'étude des machines thermiques. C'est quasiment impossible, c'est même impossible C'est un plaisir de faire 1. Que je vérifie un truc. Loi rendement machine thermique. En fait, ce que je sais, c'est que par des principes de cycle de Carnot,
Voilà. Le cycle de Carnot est un cycle thermodynamique théorique pour un moteur d'iterme dans lequel, alors pour vous le définir, tous vos processus sont réversibles et tout est le plus idéal possible. Et bien celui-là, il a un rendement qui n'est pas de 1. Donc la physique interdit, même si vous aviez les meilleurs composants de la vie, d'avoir un rendement de 1. Donc il met un rendement maximum dont j'ai plus la valeur, qui est de... On peut me le donner pour le cycle de Carnot? Je le trouve pas. Rendement, cycle de Carnot. Bon, mais par ailleurs, si votre rendement n'est pas 1, c'est aussi parce que dans la vraie vie, on n'arrive pas à faire des composants physiques idéaux. Ah oui, ok. Parce que c'est un rendement qui dépend des températures. Bien sûr. Ok. Bon, alors, je vous le donne, le rendement de Carnot, le rendement idéal de la meilleure machine d'iterme, avec les meilleurs composants dedans, ce qui est déjà impossible. C'est 1 moins la température froide sur la température chaude. Il faudrait soit que votre température froide ce soit 0 Kelvin et c'est impossible parce que dès lors que vous avez de la matière, vous êtes pas à 0 Kelvin. Ou que votre température chaude soit infinie, ce qui est impossible aussi. Pardon. Oui, l'infini c'est infini, mais c'est ce qui est impossible. Parce que même le truc le plus chaud n'est pas une température infinie. Et que par ailleurs, si vous avez une machine dans laquelle vous avez une température extrêmement chaude, vous allez péter votre machine. Hein. Donc de toute façon, si vous avez un moteur et que vous dites température chaude, je vais mettre le soleil, il va fondre votre moteur. Voilà. Rapidement, le frigo. La zone chaude, c'est dehors. C'est pour ça que l'arrière de votre frigo, il chauffe. La zone froide, c'est dedans. Le but de votre frigo, c'est de refroidir. Si vous voulez récolter des matières organiques, c'est le moment. Et au niveau des questions de travail mécanique, c'est qu'en fait, vous avez un cycle d'un gaz dans votre frigo. Et ce gaz, vous allez le compresser, le détendre pour le faire changer de température, puis le mettre en contact avec l'intérieur de votre frigo. Donc il y a normalement un endroit dans votre frigo qui est vachement froid, c'est l'endroit où le gaz passe quand il est super froid. Et un endroit où il est vachement chaud à l'arrière de votre frigo, c'est l'endroit où le gaz passe quand il est super chaud. Et vous allez faire échanger de l'énergie de votre gaz avec l'extérieur. Soit à l'intérieur du frigo, vous allez réchauffer votre gaz en refroidissant l'intérieur de votre frigo. Soit à l'extérieur de votre frigo, vous allez réchauffer l'extérieur en refroidissant votre gaz. Excusez-moi, pause. Et c'est tout. Ce que je disais sur le frigo. Et il se trouve que pour étudier, caractériser, travailler votre frigo, il y a des gens qu'on appelle les frigoristes. Ils ont fait des diagrammes qui vous permettent de savoir la température en fonction de la pression de votre gaz ou bien sa température. Oui, en général, c'est sa température en fonction de sa pression. Et d'étudier son évolution en termes d'énergie et de température afin de prévoir comment faire votre machine thermique et ce qu'on appelle le diagramme des frigoristes. Si vous cherchez sur internet le diagramme des frigoristes, diagramme des frigoristes, image, c'est un diagramme qui vous donne pour un certain nombre de gaz, ça peut être par exemple pour de l'air, mais dans vos frigos, ou des fluides, de l'eau, de l'air, mais en général dans vos frigos c'est pour ce qu'on appelle le R22, ou le R je ne sais quoi, le R quelque chose. Je crois qu'il y a un R34 ou 300 quelque chose. Le R134. C'est ça, le R134N. J'ai vu qu'il y avait aussi le R22.
c'est des dominations pour des fluides qu'on a designés pour qu'ils soient efficaces, mais aussi pas trop dangereux pour vous. Et dedans, on va pouvoir dessiner les cycles de pression et énergie de vos fluides afin de déterminer. Je viens de me bloquer. Bien comment ils ont évolué dans leurs états liquides, vapeur, mais aussi l'énergie qu'ils ont échangée avec vos zones chaudes et vos zones froides, et via quel état de pression, donc pour savoir comment il faut que vous régliez votre machine pour mettre votre fluide à quelle pression, pour avoir vos bonnes températures aux bons endroits. Donc voilà. Alors là, vous allez me dire, ah mais alors quand je tape diagramme des frigoristes, je vois un truc qui s'appelle enthalpie, ben, je vais finir là-dessus. L'enthalpie, c'est une forme d'énergie, mais c'est pas l'énergie interne. C'est, si on regarde la définition exacte de l'enthalpie, c'est l'énergie interne à laquelle j'ai rajouté la pression fois le volume. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que il se peut que je veuille étudier la variation Des hydrocarbures en abondance. de l'énergie de Voyons comment ils sont organisés. mon système Que puis-je faire pour sans vous, considérer capitaine? ces variations de pression-température qui sont dues à des questions de mécanique et qui ne sont pas des échanges de chaleur. Voilà, qui sont dus à des forces mécaniques. Les évolutions de pression et de volume sont la plupart du temps dues à des questions de mécanique. Et donc, j'ai souvent envie de regarder l'évolution de mon enthalpie. Pour ne regarder que les échanges de chaleur. Donc quand vous regardez un diagramme des frigoristes, si je m'y retrouve, alors sachez que tout ça, je le fais pas au quotidien, je le faisais quand je faisais mes études, donc là je retrouve mes souvenirs en le cherchant. Mais donc un diagramme des frigoristes, en général, les courbes que vous allez dessiner, n'importe quoi, c'est pas ça que je voulais, ça m'a ouvert une vidéo, sont des courbes à pression constante. Des courbes à enthalpie constante ou bien des courbes à température constante. Parce qu'en fait, dans votre diagramme où vous avez l'enthalpie d'un côté et la pression de l'autre, vous allez dessiner les courbes de votre pour différentes températures. Vous allez dessiner des courbes de comment la pression évolue avec l'enthalpie pour une température constante. Et donc vous allez pouvoir dessiner ce qu'on appelle des cycles de thermodynamique, les cycles de vos machines thermiques, c'est-à-dire l'évolution de la pression et de l'enthalpie de votre fluide. Et souvent, on va essayer de lui faire suivre des courbes, donc à pression constante, donc des lignes horizontales dans ce diagramme, à enthalpie constante, des lignes verticales, et puis des isothermes. Donc là, des courbes un peu compliquées que quelqu'un vous aura gentiment dessinées sur votre diagramme pour que vous sachiez où elles sont. Et donc, qui vont souvent correspondre en général, quand une transformation est isotherme, c'est parce qu'elle est rapide. Et c'est un changement rapide de pression et de volume qui va trop vite pour que la température change drastiquement. Et donc, avec toutes ces choses que je vous ai définies et expliquées, et bien maintenant, vous pouvez étudier votre frigo ou votre moteur de voiture. En fait, pas du tout, parce que c'est de la vulgarisation et que vous n'avez pas tous les petits détails techniques et compliqués. Mais en réalité, vous avez compris toutes ces choses que l'on étudie quand on fait de la thermodynamique. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour parler d'électromagnétisme. Et donc, petit teaser.
les aimants, l'électricité, le wifi, la lumière, les ondes, d'autres champs, plein de champs, des nouveaux champs, le champ électrique, le champ magnétique. Voilà. Et ce sera le dernier sujet de notre première session en 3 épisodes. Des choses, j'allais dire simples. C'est un jugement de valeur. Des choses qui nous permettent de définir ce que j'appelle la physique classique ou pré-moderne, avant qu'on commence à faire des trucs très compliqués comme la relativité générale et la physique quantique. Voilà. Et bien si ça vous a plu YouTube, abonnez-vous, mettez un petit pouce, soyez sympa dans les commentaires, ayez en tête que ayez en tête 2 choses. Que d'abord je suis physicien, donc c'est mon domaine. Donc retenez-vous d'écrire n'importe quoi, puisqu'a priori je sais des choses. Mais ayez aussi conscience que je suis astrophysicien en cosmologie, donc la thermodynamique j'en fais pas tous les jours. Et aussi que un des points essentiels de ce format, c'est comment je m'exprime et comment je vous parle. Et que donc, c'est pas parce qu'on sait des choses qu'on sait bien les exprimer. Et donc je fais mon maximum, mais ça peut être imparfait. Donc soyez gentils dans les commentaires. Retenez-vous de raconter n'importe quoi parce que vous pourriez vous faire corriger. Soyez polis aussi parce que c'est cool. Et bisous et à la prochaine. Salut, c'était Van Pearl.